Bonjour à tous et à tous. Il est maintenant midi. On va donc débuter notre midi-conférence. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce troisième midi-conférence qui se tient dans le cadre des analyses des dépenses fiscales de la chaire en fiscalité et finances publiques. Mon nom est Suzy Saint-Cerny. Je vais agir aujourd'hui à titre d'animatrice, simplement. Donc, ce sera Luc Godbout, Lynn Latulippe et Antoine Genet-Grégoire qui vont vous présenter les grandes lignes des 5 publications qui se retrouvent aujourd'hui sur le site de la Chaire, toujours dans le cadre de ces analyses-là. Ce sont ces 3 personnes-là, donc ces 3 professeurs et chercheurs qui vont présenter les résultats, mais comme chaque fois à la Chaire, c'est du travail d'équipe. Donc, je tiens à préciser et remercier tous les collaborateurs des études qui sont présentées aujourd'hui. Je vais les nommer en vrac, donc Julie S. Gosselin, Christiane Ali, Alain Charlet, Michael Robert-Ranger et Tommy Gagné-Dubé. Donc, merci à tous. On est donc dans le cadre des analyses de dépenses fiscales qui suivent les propos du ministre lors du dernier budget, dans lequel il annonçait un examen des dépenses fiscales, notamment pour contribuer à l'élaboration du plan de retour de résorption des déficits pour retrouver l'équilibre budgétaire. Bien sûr, on s'est senti interpellé et donc l'équipe s'est mise à produire une série d'analyses. On a regardé les 312 mesures fiscales, donc les 277 dépenses fiscales et autres mesures fiscales. 124 ont été scrutées davantage. Donc, dans une volonté, oui, de trouver peut-être des sommes ou des économies, mais surtout dans une volonté d'optimisation. Est-ce que les mesures répondent correctement aux objectifs pour lesquels ils ont été mis en place, par exemple? Est-ce qu'il y a des meilleures façons de faire? Donc, c'est ce qu'on avait en tête. Il est résulté de ces analyses-là, donc 19 documents, 19 publications. Il y en a 13 qui sont déjà publiés, 5 qui le sont aujourd'hui et il en reste une. Donc, tout ça a été aussi, bien sûr, transmis au ministère des Finances et donc, on espère contribuer au plan qui va être présenté lors du prochain budget. Donc, il y a sur le site, petite parenthèse, il y a sur le site une page qui traite des différentes analyses, aussi de l'approche qu'on a retenue. Il y a aussi un tableau Excel qui vous permet de voir comment on a classé les différentes analyses. Donc, je m'arrête ici pour l'analyse des dépenses fiscales et je vous présente le plan de la présentation d'aujourd'hui. Donc, Luc Godbout va débuter la présentation en vous parlant des taxes sur les carburants. Donc, d'abord du côté disant, est-ce que c'est possible par cette taxe-là d'aller chercher des revenus additionnels? Et ensuite, en fonction des différentes dépenses fiscales qui sont liées aux taxes sur les carburants. Il va aussi aborder les dépenses fiscales relatives aux taxes sur les primes d'assurance. Après ça, les 2 autres présentateurs vont traiter de revenus potentiels qui pourraient venir de nouvelles bases d'imposition. Lynn va vous parler de l'impôt minimum des sociétés, donc Lynn Latulippe, et Antoine Genet-Grégoire va aborder la taxation sur les boissons sucrées. Donc, sans plus tarder, je leur cède la parole et je reviendrai pour la période de questions. Donc, vous pouvez écrire par l'entremise de la conversation des questions qui vont pouvoir être traitées à la fin. Alors, à toi, Luc. Parfait. Merci, Suzy. Alors, moi, je débute par la taxe sur les carburants. On a publié donc aujourd'hui un petit papier qui évoque 10 éléments qui peuvent conduire à une révision de la taxe sur les carburants. Je ne passerai pas ici tous les arguments, mais je vais quand même en soulever quelques-uns. Donc, d'abord, la dernière hausse de la taxe sur les carburants du gouvernement du Québec remonte à 2013. Et ici, on peut voir que malgré les fluctuations de prix à la pompe en dollars constants, le prix est actuellement inférieur à ce qu'il était il y a 10 ans. Donc, il y a 10 ans, il était plus élevé qu'actuellement. Et on me demande si le son est bon. Moi, le son est bon de mon côté. Je ne sais pas si... Oui, je pense que c'est correct. On va Parfait. s'en occuper dès qu'on regarde ça. Parfait, c'est bon. Alors, donc, prix 2024 plus bas qu'en 2013. Et ça, en dépit du fait que depuis 2015, on voit apparaître
ce qu'on appelle ici la bourse du carbone, là, mais qui est donc l'équivalent de notre taxe carbone à travers ce qu'on appelle le SPED, là, système de plafonnement des émissions et des droits d'échange et des droits d'émission. Et donc, vous voyez qu'ici, qu'en dépit qu'on a rajouté cette taxe-là ou cette contribution-là, on se retrouve avec un prix qui est plus bas. Donc, si l'objectif de la taxe sur les carburants et de la bourse carbone est de changer les comportements par un signal-prix, bien, force est de constater que le signal-prix n'a pas beaucoup de mordant actuellement. Et donc, peut-être qu'il faut donc ce premier élément là, pour montrer qu'il faudrait peut-être aller plus fort. Et on dit souvent qu'au Québec, c'est au Québec que les taxes sur les carburants sont les plus élevées. On rajoute donc le coût de la bourse du carbone. De l'autre côté, dans les provinces, il y a des taxes sur les carburants, mais il y a aussi la taxe sur le carbone qui s'applique dans les provinces qui n'ont pas de taxe carbone, donc la mesure fédérale. Et on se retrouve qu'au Québec, c'est quand même inférieur à ce qu'on retrouve en Nouvelle-Écosse. Quand on additionne les deux, là, c'est inférieur à ce qu'on retrouve en Nouvelle-Écosse, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. Donc, je poursuis. Ici, ce qu'on peut voir, c'est malgré qu'il y a plus de véhicules sur les routes, la valeur de la taxe en proportion de la taille de notre économie est en constante réduction depuis 1982. Donc, oui, il y a plus de véhicules, mais les véhicules sont plus performants, donc motorisation plus performante, moins énergivore. Et au fil là, on le voit, mais en fin de période, là, une électrification progressive qui arrive. Et donc, si bien que le poids des taxes en proportion de l'économie sont plus faibles. Un autre élément ici qu'on peut soulever, c'est le rendement des taxes sur le carburant collectées. Si on arrive à un sommet en 2016 de 2 milliards 336 millions, on s'aperçoit que ça diminue progressivement d'une année à l'autre en dollars absolus et en dollars courants. On peut le voir. Et les 2 dernières années, on est à 2 milliards 150 millions environ. Là. Donc, on peut voir que c'est en diminution. C'est en diminution de 8 en 2023-24 par rapport en 2016-17. Mais vous vous doutez bien que même si les rendements de la taxe sur les carburants sont en diminution, c'est une des rares recettes fiscales qui est en diminution. Là, habituellement, c'est en croissance. Là, ici, on peut voir pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe du côté des dépenses en ce qui concerne les coûts d'entretien et le développement du réseau routier et du transport collectif. Donc, on parle ici des dépenses qui sont faites à travers un fonds qui s'appelle le FOR. Le FOR, ça signifie Fonds des réseaux de transport terrestre. Et pendant que les revenus qui sont versés dans le FOR diminuent de 8 à l'égard de la taxe du carburant, les dépenses du FOR pris globalement sont en hausse de 80 pendant la même période. Et donc, vous comprenez bien que si on regarde la part des taxes sur le carburant dans le financement des dépenses du FOR, bien, on était à 70 en début d'analyse et on est à un peu plus du tiers à la fin de l'analyse, si bien que ça veut dire qu'il faut financer ces dépenses-là autrement que par la taxe sur les carburants, mais il faut les financer néanmoins. Donc, ça, c'est un élément qu'on voulait soulever. Un autre élément, évidemment, qu'on voulait faire ressortir, c'est depuis la création du FOR, il n'y a pas beaucoup de croissance dans les recettes, bien que là, il n'y a pas beaucoup de croissance. Et puis, on peut anticiper, notamment avec l'électrification du parc de véhicules routiers, une diminution. Donc, il y a une tendance lourde là, qui va s'accélérer dans les prochaines décennies que les rendements de la taxe sur le carburant en dollars courants vont diminuer. Et donc, tout ça appelle à des correctifs. Donc, la taxe sur les carburants, ce qu'elle devrait permettre, c'est d'améliorer le signal-prix. Si on veut que les gens changent leur décision par rapport à l'achat de véhicules, par rapport à l'achat d'un deuxième véhicule, d'un véhicule plus costaud versus un véhicule électrique, il faut que le signal-prix soit là, notamment en reconnaissant le coût
des gaz à effet de serre. Donc, c'est notre principal contributeur dans les gaz à effet de serre. Il faut que le signal-prix soit là pour modifier les comportements. Autre élément où la taxe sur le carburant doit contribuer, bien, pour le financement du fonds pour le transport terrestre, elle devrait limiter le recours aux autres modes d'imposition, donc que la taxe sur le carburant finance les dépenses associées au transport terrestre. Et elle devrait indirectement, sans qu'on soit obligé de financer les véhicules électriques, elle devrait favoriser par l'augmentation du coût d'utiliser un véhicule à essence, l'électrification du transport et le recours à des solutions de mobilité alternatives à l'auto. C'est ça que la taxe devrait faire. Et là, en ce moment, on a vu que le signal-prix n'est pas très bon. Donc, pour améliorer tout ça, ce qu'on suggère finalement, c'est, comme dans d'autres juridictions dans le monde, le taux de la taxe devrait être indexé. Donc, indexé à l'inflation à chaque année, le taux de la taxe devrait être indexé. S'il avait été le taux de la taxe indexé depuis 2013, aujourd'hui, au Québec, au lieu d'avoir une taxe sur l'essence de 19,2 cents le litre, on aurait une taxe de 24,5 cents le litre. Donc, vous voyez déjà l'écart de plus de 5 sous qui s'est creusé par la non-indexation. Ce qu'on propose, c'est d'augmenter la taxe sur l'essence de 2 sous par année jusqu'à ce qu'on rattrape le bon prix et que par la suite, on indexe le taux de la taxe sur les carburants. Donc, 2 sous pour cette année, là, ça représente 150 millions de dollars. Donc, on reste sur les carburants, mais au lieu de regarder la taxe et les taux, on va regarder des mesures préférentielles qui existent à l'intérieur de la taxe sur les carburants. Essentiellement, il y a 2 mesures qui existent. On a une réduction du taux de la taxe pour les régions frontalières. Cette mesure-là de réduction existe depuis le début des années 80. Et on a une autre réduction de la taxe sur les carburants pour les régions qu'on appelle éloignées. Et cette mesure-là existe depuis le milieu des années 80. Donc, vous voyez là, que ça fait quand même 40 ans et un peu plus qu'il y a des réductions de taxes sur l'essence, soit pour les régions frontalières ou pour les régions éloignées. On va les reprendre une à une, ces préférences fiscales-là. Et donc, si on va du côté des régions frontalières, l'objectif, là, on commence par l'objectif. Pourquoi on met des rabais de taxes pour les régions frontalières? C'est pour soutenir la position concurrentielle des détaillants québécois qui se trouvent donc proches de la frontière pour qu'ils soient en mesure de pouvoir compétitionner avec leurs compétiteurs, donc qui sont juste de l'autre côté de la frontière. Donc, si on regarde en termes de frontières, il y a bien sûr avec les États-Unis, mais il y a aussi avec d'autres provinces, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick. Et là, vous pouvez voir que par rapport aux provinces, on parle d'une réduction entre 2 et 8 sous selon la proximité de la frontière. Et avec les États-Unis, on parle entre 3 et 12 sous de réduction de taxes sur les carburants selon la proximité de la frontière. Bon, la question qui se pose, c'est est-ce que ça vaut la peine pour quelqu'un de prendre sa voiture et de se déplacer 10 km d'un côté, 20-10 km revenir pour avoir un rabais de quelques sous le litre? Nos calculs, là, ici, dans l'étude qui est publiée, là, c'est qu'avec des hypothèses d'un plein d'essence de 60 litres au prix à la pompe actuel de 1,70 $, s'il faut faire 20 km aller-retour puis qu'on consomme 8 litres aux 100 km, on fait ça pour rien. Donc, le quelques sous le litre, 3-4 cents le litre, là, serait perdu en consommation qu'on aurait fait. Cela dit, on va quand même s'intéresser à la pertinence de ces mesures-là dans certains contextes. Donc, la taxe au Québec est plus élevée qu'en Ontario et qu'au Nouveau-Brunswick par rapport aux provinces, ou plus élevée que, mettons, la Nouvelle-Angleterre par rapport à un État américain. Si on regarde depuis 2017, le prix à la pompe général au Québec, pas proche des frontières, donc général au Québec, on a un écart de prix le litre avec Ottawa de 6 cents le litre, de 4 cents le litre avec Edmundston au Nouveau-Brunswick et d'à peu près 35 sous le litre avec la Nouvelle-Angleterre.
Donc, il y a des écarts de prix. Le prix est plus élevé ici. Il faut déjà le reconnaître. Ça, c'est par rapport au prix moyen au Québec. Mais si on fait une différence Gatineau-Ottawa, et là, on se retrouve plutôt à constater que le prix à la pompe, il est à l'avantage de Gatineau d'1,3 sous le litre depuis 2017 et que depuis mars dernier, l'avantage atteint 5,3 sous le litre par rapport au prix à la pompe à Ottawa. Et ça, la bonne performance de Gatineau par rapport à Ottawa, c'est en dépit du fait que les Ontariens offrent un rabais de taxe sur l'essence de 5,7 cents le litre, un rabais qui est temporaire et qui devrait prendre fin, à moins que les élections en Ontario le prolongent, mais qui devrait prendre fin à la mi-année, bien qu'il ait déjà été prolongé quelques fois depuis son instauration. Donc, a priori, en ce moment, l'écart à la pompe est à la faveur de Gatineau. Bon, évidemment, quand on met en place des réductions, rabais de taxes comme ça, le plus dur, c'est de mesurer les effets. Est-ce que les détaillants réduisent véritablement le prix à la pompe de l'équivalent de la taxe? Est-ce qu'ils ont des mêmes marges équivalentes à celles des compétiteurs en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, ou ils ont une moins bonne marge équivalente? Ça aussi, il faut le considérer dans les réductions. Puis d'autres incertitudes qui existent toujours, c'est en ce qui concerne la taxe sur le carbone que le gouvernement fédéral a mis en place dans certaines provinces qui n'ont pas de taxe sur le carbone. Mais il y a beaucoup d'incertitudes actuellement quant à son évolution. Donc, il va falloir le garder en tête lorsqu'on veut aborder la question des réductions de taxes sur les carburants pour notamment les régions frontalières. On va maintenant passer aux régions éloignées. Et là, l'objectif, encore une fois, on débute par l'objectif, c'est de réduire les prix du carburant pour tenir compte que dans les régions éloignées, le coût de transport est plus élevé. Donc, on veut donner des rabais aux régions éloignées pour tenir compte du coût de transport plus élevé. C'est l'objectif des réductions de taxes aux régions éloignées. Encore une fois, tantôt, on parlait de entre 2 et 8 cents selon les frontières avec certaines provinces. Ici, plus on s'éloigne, donc il y a des régions périphériques qui ont des rabais de 4,65 5 sous le litre, et il y a des régions spécifiques qui ont des rabais de 2,3 sous le litre. Donc, encore une fois, plus on s'éloigne des grands centres urbains. Ici, ce que je veux vous montrer, c'est que déjà le coût de transport par litre, là, on est dans les régions qui n'ont pas de réduction, mais dans les régions qui n'ont pas de réduction, le coût peut quand même varier entre Laval et Montréal, qui est à 1 demi-sou le litre, jusqu'à 1,8 sous le litre dans le Bas-Saint-Laurent, dans certaines régions du Bas-Saint-Laurent. Et ça, c'est toutes des régions qui n'ont pas de réduction pour régions dites éloignées. Par contre, il y a des gens dans des régions spécifiques qui ont des rabais, qui sont admissibles à des rabais, puis vous voyez qu'ils ont des coûts de transport par litre inférieurs à certaines autres régions qui n'ont pas de réduction de taux. Donc, on le voit ici dans les régions spécifiques, mais on le voit aussi dans les régions périphériques où, encore une fois, il y a deux zones dans les régions périphériques qui ont des coûts de transport par litre inférieurs à une région qui pourtant, ou à des régions qui pourtant n'ont pas de réduction de taux. Donc, il faut quand même garder ça en tête aussi dans l'élaboration de ces réductions de taxes-là. Un peu d'histoire, donc un peu d'histoire pour vous dire que ces réductions de taxes sur les carburants-là, bien, ça devait être aboli en 1995. Dans le budget de M. Jean Campeau présenté au printemps 1995, on avait un constat comme quoi que c'est pas clair que les réductions de taxes étaient bien refilées aux consommateurs. Et donc, on disait, on va les abolir. Mais on va les remplacer en réalité. On ne va pas les abolir, on va les remplacer par une réduction des droits d'immatriculation perçus par la Société d'assurance automobile du Québec. Et là, on disait, c'est clair que ça va être refilé aux consommateurs s'il y a une réduction des droits d'immatriculation. Bon, l'année avance, c'est annoncé dans le budget, il y a des pressions des pétrolières,
c'est un nouveau gouvernement qui est au pouvoir. C'est une année électorale, mais une année référendaire, que je devrais dire. Et donc, tout ça amène qu'il y a une pression, si bien qu'on a dit, ben, il n'y aura pas d'abolition de ces mesures-là. Il va seulement être un peu diminué, mais on conserve malgré tout la réduction de droits sur l'immatriculation. Donc, au lieu de revenir en arrière et de dire, OK, on va regarder juste les réductions de taxes, on maintient en même temps, même si on n'annule plus les réductions de taxes, on maintient la réduction de droits d'immatriculation. Les réductions de droits d'immatriculation pour les régions périphériques peuvent atteindre 52 par an en 2024, atteignaient 52 par an. Puis pour les régions spécifiques, on parle de la moitié, donc de 26 par an. Là, je vais vous montrer un tableau avec beaucoup de chiffres, mais simplement pour montrer que, oui, prenons le cas du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, le coût de transport moyen pour les zones qui n'ont pas de réduction, on parle annuellement de 15 et 67 sous de coût moyen pour le transport de l'essence, assumé par le consommateur. Oui, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils payent plus, ils payent 28,85 et donc ils payent 13 par année par consommateur de plus dans le prix de leur essence en termes de coût de transport plus élevé. Mais en échange de ce 13 $-là qu'ils payent de plus, on les surcompense en leur donnant 76 de rabais en réduction de taux de la taxe et on leur ajoute un 52 de rabais en réduction des matriculations. Donc, on leur donne 127 de rabais annuel pour un surcoût de 13 si bien qu'ils sont gagnants ou surcompensés pour 114 Là, vous le voyez, je pourrais le faire pour d'autres régions. Si on prend les îles de la Madeleine, ils ont un surcoût plus élevé de 85 et donc, par rapport au coût moyen, on parle d'un écart de coût annuel de 70 On leur donne une compensation de réduction de taxes de 73 puis on rajoute également un autre 52 en réduction des matriculations. Donc, vous voyez qu'on surcompense, on a tendance à surcompenser les résidents de zones périphériques en termes de réduction. Donc, quand on regarde les réductions de taxes sur les carburants, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des révisions qui sont possibles. Donc, par rapport à la frontière avec l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Donc, réévaluation de la pertinence de maintenir des réductions pour les régions frontalières. Puis, par rapport avec les États-Unis, bien là, les écarts de prix sont quand même assez significatifs. Donc, les écarts sont significatifs. Peut-être que là, on devrait maintenir la réduction de taxes carburant avec les États-Unis, mais probablement moins ou pas avec l'Ontario ou le Nouveau-Brunswick. Puis quand on arrive avec les réductions de taxes, non pas pour les frontières, mais pour les régions éloignées, et auxquelles s'ajoutent les droits d'immatriculation en termes de réduction également, bien là, ça dépasse largement les coûts, les surcoûts de transport qu'on a pu observer. Donc, encore une fois, une révision est possible. Il y a moyen de mieux adapter ça. Puis, il faudrait peut-être poursuivre l'analyse parce que là, nous, on le fait pour la taxation du carburant. Mais si on allait pour le transport lourd ou pour le diesel, probablement qu'il faudrait raffiner également l'analyse à cet égard-là. Donc, ça compléterait l'analyse que nous voulions faire à l'égard de la taxation du carburant, ainsi que des réductions de taxation du carburant. On irait maintenant en termes d'analyse sur les mesures fiscales qui existent pour les primes d'assurance. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en matière d'assurance, l'assurance est un service financier. Les primes sont exonérées de TPS, TVQ. Cela dit, le Québec applique une taxe spécifique sur les primes d'assurance et le taux de la taxe spécifique sur les primes d'assurance est de 9 Dans les autres provinces aussi, la TVH, TPS, taxe de vente de la province, ne s'applique pas, mais dans plusieurs autres provinces, il y a aussi une taxe spécifique sur l'assurance. Et dans ce cas-là, le taux de la taxe est le même que le taux de la taxe de vente générale qui s'applique dans la province. Donc, peut-être vous me voyez venir avec une solution qui pourrait être élaborée un peu plus loin dans quelques diapos. Ailleurs dans le monde, il y a des pays qui imposent la TVA sur les primes d'assurance et d'autres pays, comme ici, qui appliquent les taxes spécifiques.
Les pays qui utilisent la TVA, évidemment, le taux de la TVA a eu tendance à augmenter et dans ce cas-là, ben, le taux de la TVA sur les primes d'assurance a aussi augmenté. En ce qui concerne les taxes spécifiques, on observe dans les pays qui utilisent les taxes spécifiques un recours accru à ces taxes-là en matière de taxation des primes d'assurance. Donc ça, c'est un survol sur les aspects assez généraux. Maintenant, on va regarder comment on le fait pour les taxes sur l'essence et les réductions de taxes qu'il y avait pour les frontières et les régions éloignées. On va commencer par regarder l'objectif. Tantôt, j'ai pu vous expliquer un peu l'objectif des réductions de taxes. Ici, les exemptions de taxes sur les primes d'assurance, en ce qui concerne les assurances individuelles sur la vie ou contre la maladie et les accidents, les exemptions se justifient par l'impopularité de la taxe sur les primes d'assurance. Donc, ce n'est pas un objectif qui est très, très clair. Quand on regarde dans les mesures fiscales, puis on essaie de comprendre pourquoi il y a une exemption, bien, ça a été mis en place, ces taxes-là, dans le milieu des années 80. Les gens ont dit qu'ils n'aimaient pas ça, ces taxes-là. C'est un gouvernement en fin de régime à l'époque, deuxième mandat du Parti québécois. Les libéraux arrivaient au pouvoir et on a justifié la non-taxation des primes d'assurance par certaines primes d'assurance par le fait que ce n'était pas populaire. Donc, 20, 30, 40 ans plus tard, on comprend qu'il y a plein de choses qui ne sont pas populaires, mais pour financer les services publics, il faudra voir la pertinence de ça. Et là, on arrive à des traitements qui sont différenciés. Donc, pour améliorer la cohérence dans la taxation des primes d'assurance, il y aurait peut-être lieu de revoir certains éléments. Donc, lorsqu'on parle d'assurance individuelle versus l'assurance collective, bien, on s'aperçoit que si on veut s'assurer pour la vie individuellement, c'est exempté de taxes sur les primes d'assurance. Mais si on veut s'assurer sur la vie dans un régime collectif pour le même élément, là, il va y avoir la taxe sur les primes d'assurance va s'appliquer. Puis, à l'égard des assurances publiques, on voit aussi certaines différences. Donc, l'assurance médicaments est exemptée, mais l'assurance automobile contre les dommages corporels est taxable. Donc, encore une fois, il y a certains traitements différenciés qui devraient peut-être être uniformisés ou progressivement être uniformisés dans les prochaines années. Vous voyez juste la mesure fiscale, ça coûte 600 millions pour détaxer les produits d'assurance-vie individuelle. Donc, il y a lieu d'améliorer ça de ce côté-là. Et enfin, comme le taux sur les primes d'assurance a un taux moindre que le taux de la TVQ, alors que dans certaines provinces, c'est le même taux qui s'applique aux taxes de vente et aux taxes sur les primes d'assurance. Si on harmonisait le taux de la TVQ, le taux de la prime d'assurance avec le taux de la TVQ, on parle d'un gain annuel là, sans effet comportemental là, de 220 millions de dollars pour le gouvernement du Québec. Donc, moi, ça ferait le tour de ce que je voulais vous présenter en termes de taxation des carburants, taxation des primes d'assurance. Et donc, je vais céder la parole à mes collègues là, pour poursuivre sur les revenus potentiels de nouvelles bases, notamment Lynn qui va aborder l'impôt minimum des sociétés dans un premier temps. Merci. Merci, Luc. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je pense que je viens de prendre le contrôle. C'est parfait, merci. Donc, effectivement, ça me fait plaisir de venir vous présenter une des études là, qui a été faite dans le cadre de toute l'analyse sur les dépenses, mais aussi sur les recettes, les nouvelles recettes potentielles là, qui pourraient découler de nouvelles mesures. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est le travail des collègues aussi que Suzy a nommé, donc plus spécifiquement pour cette étude-là, Michael Robert-Ranger, Julie Gosselin, puis Christine Ali. En fait, ce qui a été regardé, c'est l'opportunité ou la possibilité de mettre en place un impôt minimum des sociétés. En fait, qu'est-ce que ça ferait en sorte comme retombée? Qu'est-ce que ça générerait comme recette fiscale en bout de ligne? Donc, on a réfléchi à cette question-là dans la mesure où c'est une mesure qui n'existe pas au Québec, mais qui existe déjà en Ontario. Le cahier met déjà un peu en contexte, là, donc vous pourrez y référer là, au texte qui a été publié aujourd'hui sur cette question-là, mais un peu en contexte l'évolution de la contribution des sociétés aux recettes fiscales
fiscale au Québec. Donc, on voit l'évolution à travers plusieurs années de la contribution qui inclut en fait l'impôt corporatif, mais aussi les cotisations au Fonds de services de santé, puis la taxe sur le capital là, qui a existé pendant certaines années. Donc, je ne reviens pas là-dessus, mais sachez que c'est dans le cahier. Ce qu'on a fait par la suite, c'est qu'on s'est intéressé à quelles sortes de mesures existent ailleurs. Puis, bon, il y avait déjà une mesure d'impôt minimum des sociétés en Ontario. Donc, c'est celle-là qu'on a regardé un peu pour voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place au Québec et qu'est-ce que ça donnerait comme retombée. Donc, la mesure en Ontario, elle existe depuis 1994. Il y a eu des changements importants en 2010, mais elle a été implantée en 1994. Les sociétés visées, en ce moment, c'est les sociétés qui ont un actif supérieur à 50 millions et des revenus bruts supérieurs à 100 millions. Ces plafonds-là étaient là, avant 2010 de 5 millions et de 10 millions. Et le taux actuel est de 2,7 %, donc applicable aux revenus nets comptables, là, en fait, avec certains ajustements des sociétés pour établir un minimum d'impôt à payer. Le taux était de 4 % avant 2010. Donc, l'effet, c'est un peu d'avoir un paiement d'impôt anticipé qui pourra être utilisé pour réduire l'impôt dans les années ultérieures, dans la mesure où l'impôt payable est supérieur au taux de l'impôt minimum. Donc, il y a un mécanisme de crédit et de report possible qui fonctionne avec ça. L'idée en 1994, pourquoi ça avait été mis en place? C'était pour des questions d'équité entre les sociétés, mais aussi pour rehausser la confiance de la population envers le régime fiscal. Puis ce qu'on voulait surtout exprimer, c'est que oui, il y a des incitatifs fiscaux dans le régime d'imposition, mais que ces incitatifs fiscaux-là qui sont accordés à certaines entreprises, certaines industries, ils ne devraient pas faire en sorte que ces contribuables-là puissent réduire complètement, donc annuler ou reporter indéfiniment l'impôt payable. Donc, c'était l'objectif de l'impôt minimum là, à l'époque. Donc, ce qu'on a fait, il n'y a pas vraiment d'estimation des retombées en Ontario de recettes fiscales suite à ces mesures-là. Lors de l'instauration en 1994, on estimait à 100 millions par année les recettes fiscales. Il y a eu une évaluation faite par le vérificateur général dans un rapport 2001-2002. Puis à l'époque, on parlait de 139 millions de recettes fiscales. Puis ça, c'était avec les anciens paramètres, donc, et un taux de 4 %. Donc, ce qu'on a fait, nous, on s'est questionné à savoir comment on pourrait simuler ce que donnerait comme recette fiscale un impôt minimum des sociétés au Québec. Et on a fait quelques hypothèses de travail, en fait, qui sont calquées sur les anciennes mesures du régime en Ontario, donc du régime d'impôt minimum en Ontario. On s'est basé sur ces paramètres-là. Donc, ça constitue un peu un maximum, là, si on veut s'exprimer ainsi, pour les recettes fiscales qui pourraient être générées, parce que, on se demande dans quelle mesure on mettrait un régime qui serait vraiment complètement différent là, de ce qui existe en Ontario. Peut-être que là, il y aurait des enjeux de compétitivité entre les provinces, ce qui fait que si on met quelque chose de similaire, puis là, on s'est dit, on ne prendra pas les nouveaux paramètres, mais on va prendre, par exemple, les anciens paramètres. Donc, un taux de 4 %. Ça vise les sociétés qui ont un actif de 5 millions et plus et des revenus bruts de 10 millions et plus, qui étaient aussi les anciens paramètres là, de la mesure en Ontario. Évidemment, tout ça, on le fait sur la base de données agrégées qu'on a obtenues pour faire l'évaluation, mais ces données agrégées-là agrègent des données individuelles. Donc, on a l'information pour des sociétés qui rencontrent ces plafonds-là, mais on ne peut pas le regarder avec des groupes de sociétés associées. Donc, on y va encore une fois sur une base individuelle, mais il est possible qu'il y ait des sociétés qui ne soient pas affectées dans nos calculs, mais qui auraient été affectées par l'impôt minimum si on utilisait des paramètres en fonction des sociétés associées. L'année de référence, on utilise l'année 2021. Ça comporte des restrictions, des enjeux parce que, ça signifie qu'il y a des sociétés pour lesquelles l'exercice financier s'est terminé en 2021, mais ça peut comprendre des mois en 2020. Puis on sait que l'année 2020 était peut-être un peu différente, mais il reste que c'est quand même les données
complètes et les plus récentes, donc qui nous donnent quand même une estimation là, qui peut être assez fiable ou en tout cas assez indicative là, si on veut avoir une idée des recettes fiscales qui pourraient découler de ce genre de mesures-là. Ce que ça nous donne, les résultats que ça nous donne, c'est que, en fait, vous l'avez, l'ensemble des sociétés qui ont un taux effectif d'impôt inférieur à 4 donc la dépense d'impôt divisée par le revenu comptable, là, ça nous donne un taux effectif d'impôt de moins de 4 On les a catégorisés, en fait, donc selon le niveau d'actifs et le niveau de revenus. Si on regarde la catégorie qui nous intéresse, nous, on s'est surtout attardé à cette catégorie-là ici. Donc, les sociétés qui ont un actif de 5 millions et plus et qui ont des revenus bruts de 10 millions et plus. Dans cette catégorie-là, il y a 12,8 des sociétés qui ont un taux effectif d'impôt inférieur à 4 Leur revenu net représente toutefois pour la catégorie 43 de la catégorie. Puis l'impôt payable, l'impôt payé au Québec, évidemment, avec un taux inférieur à 4 leur contribution est plus petite, donc c'est 5,3 de la catégorie. Ce qui veut dire que, bon, pour l'ensemble des sociétés qui ont un actif de 5 millions et plus, un revenu brut de 10 millions et plus, on parle de 8 693 sociétés. Mais de ces 8 693 sociétés-là, il y en a 1 113 sociétés, dont 916 là, qui sont des sociétés privées sous contrôle canadien, qui ont un taux inférieur à 4 Les données présentent quand même de l'information intéressante, mais dans la mesure où un impôt minimum, on vise principalement là, les plus grandes sociétés, c'est peut-être pas vers là qu'on irait, mais quand même, on peut noter que pour des sociétés qui ont un actif de plus de 5 millions et des revenus bruts de moins de 10 millions, pour ces sociétés-là, il y en a le tiers dont le taux effectif d'impôt est inférieur à 4 Ce que tout ça nous donne quand on regarde vraiment la catégorie qui nous intéresse ici, des plus grandes sociétés, le potentiel de recettes, en fait, les recettes qui auraient été générées en 2021 si on avait eu un impôt minimum avec les paramètres que j'ai présentés dans la diapo précédente, ça donnerait des recettes fiscales de 287 millions pour l'année 2021. Il faut savoir que cet impôt-là, ces recettes-là ne sont pas permanentes dans la mesure où il y a une partie qui pourrait être utilisée pour réduire l'impôt payable par ailleurs dans une année ultérieure lorsque le taux effectif d'impôt dépasse le 4 Donc, c'est les calculs auxquels on en est arrivé, qui sont présentés là, dans le cahier. Petite considération additionnelle, par contre, parce que si on parle d'impôt minimum, on doit quand même tenir compte de l'évolution à l'échelle internationale et de l'implantation au Canada, mais dans plusieurs autres pays aussi, de l'impôt minimum mondial. Donc, cet impôt minimum mondial-là, bon, évidemment, on peut se questionner ces jours-ci sur l'avenir de tout ça, mais c'est important de savoir qu'il y a plus de 40 pays, là, incluant le Canada, qui ont mis en place une législation, donc une législation en vigueur qui est calqué sur le modèle proposé par l'OCDE pour mettre en place un impôt minimum et le mettre en place en 2024. Donc, il y a vraiment un impôt minimum qui va s'appliquer pour 2024. On verra les retombées là, dans les prochains mois en termes de recettes fiscales pour ces pays-là, mais il faut savoir qu'il y a quand même une masse critique là, de pays qui ont mis ça en vigueur. C'était d'ailleurs dans des recommandations de l'OCDE, c'était de dire il faut qu'il y ait un minimum de pays qui embarquent dans tout ça pour que ça vaille la peine et que le régime fonctionne. Et vraiment que ce régime-là puisse un peu solutionner la problématique là, des très grandes multinationales qui payaient peu d'impôts. Cette problématique-là demeure. Donc, on verra à travers le temps là, si ce régime-là en place dans plusieurs pays fonctionne bien et permet de résoudre une partie, tout le moins, de ce problème-là. Ça vise les sociétés qui ont, là on est vraiment dans les très, très grandes sociétés, donc les sociétés qui font partie d'un groupe d'entreprises multinationales qui ont un chiffre d'affaires d'au moins 750 millions d'euros. Et le taux appliqué, c'est un taux de 15 Donc, le montant d'impôt va découler de la détermination d'un revenu net.
Donc, on va partir des états financiers, on va faire quelques ajustements, puis on va venir enlever l'exclusion fondée sur la substance, donc qui est calculée en fonction des activités réelles dans un pays, donc les actifs et les employés. Une fois qu'on a déterminé ça, on va multiplier ce revenu-là par la différence entre 15 %, le taux qu'on souhaite obtenir, et le taux effectif d'impôt. Le taux effectif d'impôt, c'est un taux, par exemple, au Canada, ça va être un taux combiné qui va tenir compte de l'impôt provincial, l'impôt fédéral, mais de façon regroupée pour toutes les entités du groupe dans la juridiction, donc pour toutes les entités du groupe au Canada. On va toutes les mettre ensemble, puis on va déterminer quel est le taux effectif d'impôt au Canada. S'il est inférieur à 15 %, ça vient déclencher un impôt minimum mondial. Il y a 3 grandes règles dans l'impôt minimum mondial. Il y a l'impôt minimum complémentaire national, qui est en fait un impôt minimum national qui est construit avec les paramètres des règles globales de l'OCDE, qui déterminent de la même façon un impôt minimum, mais qui s'applique aux entités qui sont situées dans un pays. Donc ça, cette mesure-là, ça n'entre pas dans ce qui pourrait être considéré là, par l'administration américaine comme étant discriminatoire. On vient imposer les entités qui sont situées au Canada, par exemple, en fonction d'un taux minimum d'impôt. Et ça, c'est mis en place quand je vous disais 40 pays qui ont adopté la législation pour mettre en place l'impôt minimum mondial. L'impôt minimum national est en place dans tous ces pays-là. Et l'autre mesure, c'est la règle d'inclusion au revenu qui viserait à inclure au Canada le revenu qui est peu imposé dans une filiale située à l'étranger. Et ça, c'est des mécanismes qui existent quand même déjà. Il y a des mécanismes similaires qui existent déjà dans la loi de l'impôt sur le revenu ici, mais qui existent aussi ailleurs, etc. On peut penser que ça non plus, ça ne tomberait pas nécessairement dans ce qui serait des mesures considérées comme étant discriminatoires. La troisième composante, c'est celle que tous les pays ont un peu reportée. Donc, les pays ont annoncé que ça entrerait en vigueur en 2025. C'est la règle des paiements insuffisamment imposés. Mais cette partie-là est plus problématique. Il y a déjà des critiques à l'égard de cette composante-là de l'impôt minimum mondial. Donc, ça, c'est possible que l'avenir est peut-être plus incertain là, pour cette mesure-là. Donc, ça, c'est pour vous brosser un tableau général. Qu'est-ce que ça signifie dans un contexte provincial dans lequel on voudrait mettre un impôt minimum? Si on met un impôt minimum provincial en place, il faut voir que finalement, si ça augmente l'impôt provincial payé, ça va augmenter le taux effectif d'impôt, puis ça va probablement réduire à ce moment-là l'impôt minimum national, l'impôt minimum mondial là, qui serait payé au Canada. Puis si le taux effectif, si l'impôt minimum provincial payé est utilisé dans une année subséquente pour réduire l'impôt payable, là, ça va faire en sorte de diminuer le taux effectif d'impôt. On peut penser qu'au net, il y aura plus d'impôts payables que de crédits utilisés là, en bout de ligne pour réduire l'impôt, ce qui fait que ça vient réduire l'impôt minimum là, qui serait payable au Canada. Le régime provincial a aussi un effet là, sur le calcul du taux effectif d'impôt, s'il y a des crédits d'impôt, s'il y a des taux d'impôt plus faibles sur certains types de revenus, etc., ça peut faire en sorte de nous donner un taux effectif d'impôt inférieur à 15 % qui déclenche l'impôt minimum payable. Ce qui veut dire qu'il y a des mesures, des incitatifs fiscaux provinciaux qui peuvent faire en sorte de déclencher un impôt minimum payable qui, dans les conditions actuelles, c'est un impôt minimum qui est payable au fédéral. Donc, on peut, à la lumière de tout ça, se dire, il y a peut-être une justification pour venir partager l'impôt complémentaire avec les provinces. Donc, dans notre document, on s'est pencher un petit peu là-dessus pour dire, si on partageait ces recettes fiscales-là, soit à la place d'un impôt minimum provincial ou en complément, là, ça reste à voir, mais si on le partageait, cet impôt minimum-là avec les provinces, comment on pourrait le partager? Puis bon, il y a différentes formules. Il y a des formules qui pourraient être basées vraiment sur la situation des entités pour lesquelles un impôt complémentaire a été déclenché. Donc, on pourrait arriver avec des répartitions vraiment très spécifiques, mais ça demanderait de l'information sur les entités elles-mêmes.
Qu'est-ce qui a fait que le taux effectif d'impôt est passé en bas du 15 %? C'est en raison d'incitatifs au fédéral, au provincial, etc. Ça demande de l'information assez détaillée. Ça demande aussi que les contribuables donnent cette information-là dans la déclaration pour l'impôt minimum mondial, là, qui est une déclaration séparée. Donc, ça demande de mettre cette information-là dedans. C'est un peu plus complexe. La conformité est plus lourde. Puis c'est impossible à estimer parce qu'on n'a pas l'information détaillée, l'information fiscale détaillée des sociétés au Québec. Donc, on ne peut pas vraiment estimer ça. Ce qu'on a fait, c'est reporter plus à des formules générales. Donc, l'établissement d'une formule pour répartir entre le fédéral et les provinces, soit en fonction de la proportion du taux d'impôt statutaire, ou soit en prenant une hypothèse d'impôt minimum. Notre hypothèse d'impôt minimum, on a pris un seuil minimal. On s'est dit, ben, si c'est 4 % au Québec, ben, par exemple, si on prenait un taux provincial de 4 % d'impôt minimum, puis le 11 % additionnel est au fédéral, ce qui constitue probablement le seuil minimal là, de répartition. Et versus aussi si on prenait le taux d'impôt statutaire, une proportion du taux d'impôt statutaire provincial, fédéral, puis qu'on le répartit entre les provinces, qu'est-ce que ça pourrait donner? C'est plus simple à administrer. Bon, il faut la négocier, cette formule-là, mais une fois qu'elle est négociée et qu'on s'est entendu, après ça, c'est assez simple parce que le gouvernement fédéral reçoit des recettes fiscales, et, applique la formule à tout ça, puis répartit une partie de l'impôt minimum mondial avec les provinces. On a estimé, on a pu l'estimer là, avec les données, puis avec le fait que le Canada estime ses recettes fiscales découlant de l'impôt minimum à 6,6 milliards pendant les 3 premières années. Donc, si on prend ce montant-là, puis si on répartit, qu'est-ce que le Québec pourrait obtenir de tout ça? Bien, on pourrait estimer les recettes fiscales à 120 à 200 millions là, pour le Québec. Donc, ça nous permet d'avoir une telle estimation. En conclusion de tout ça, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que la mise en place d'un impôt minimum corporatif là, vraiment provincial qui serait applicable au Québec, évidemment, ça va entraîner des coûts additionnels pour l'implantation, la conformité, le contrôle aussi de la conformité à ces nouvelles règles-là. Les recettes fiscales permanentes, donc il y en a des temporaires, mais étant donné le crédit, le report de l'impôt minimum, bien, sont quand même limitées, les recettes permanentes qui vont découler de ça. Puis de façon concomitante, bien, si on se questionne sur la mise en place d'un impôt minimum au Québec, puis qu'on se dit, bien, il y en a déjà une qui existe, un type de mesure comme ça qui existe en Ontario. Donc, on reste, on n'a pas avantage ou désavantage concurrentiels parce qu'on reste mais dans les mêmes eaux. Mais il faut peut-être regarder aussi un petit peu plus largement, entre autres, regarder la cotisation au Fonds de services de santé qui est plus élevée au Québec que ce qu'on aurait dans l'impôt santé des employeurs en Ontario. Et alternativement, bien, peut-être qu'on peut aller ou minimalement vers une répartition des recettes fiscales découlant de l'impôt minimum mondial qui seront générées par le Canada, puis une réattribution de ça, une partie de ça qui serait réattribuée aux provinces, puis selon nos estimations, là, selon les formules utilisées, qui pourraient représenter 120 à 200 millions de recettes fiscales là, permanentes à ce moment-là, qui seraient attribuées aux provinces. Donc, c'est ce que je voulais vous couvrir avec vous, qui découle du cahier de recherche sur l'impôt minimum des sociétés, l'opportunité de mettre ça en place au Québec. Je céderai la parole à mon collègue Antoine Genet-Grégoire pour vous parler de la taxation des boissons sucrées. Merci, Lynn. Je vais prendre le contrôle du PowerPoint. Donc, je vais vous parler brièvement d'une mesure pour aller chercher des nouveaux revenus, donc la taxe sur les boissons sucrées, une mesure qui revient un peu dans l'actualité périodiquement, si on veut. Et donc là, on est dans un moment où ça vaut peut-être la peine de revisiter cette idée-là. À la chaire, on a écrit un texte là-dessus qui a été entre autres publié dans la revue de planification fiscale et financière en 2022 avec Luc et notre collègue Tommy Gagné-Dubé. Donc, c'est une idée qui n'est pas extrêmement populaire au Canada, mais on a une province qui s'est lancée là-dedans à peu près dans les mêmes eaux où nous, on a écrit sur la question la dernière fois. Mais si on élargit notre
notre regard. Il y a plein d'endroits qui ont des taxes sur les boissons sucrées et certaines depuis quand même un bon moment déjà. Et bon, là-dedans, on a quand même des pays pairs, si on veut, là, comme le Royaume-Uni et la France, donc des pays qui nous ressemblent à beaucoup d'égards en termes de fiscalité. Qu'est-ce que c'est la logique d'une taxe sur les boissons sucrées? Essentiellement, ici, vous avez un peu le schéma logique de à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Donc, on veut mettre en place une taxe. Si la taxe fait vaguement son travail, elle va produire une hausse des prix, donc des prix des produits qui sont taxés. Si le prix de ces biens-là augmente, normalement, s'il y a un tant soit peu de réactivité, on va avoir une baisse de la demande. S'il y a une baisse de la demande, on va se retrouver avec des quantités achetées plus faibles. Si les gens ont des quantités achetées plus faibles, ils vont vraisemblablement avoir des quantités consommées plus faibles. S'il n'y a pas trop de remplacement par d'autres produits qui ne seraient pas taxés, on devrait se retrouver avec une baisse, toutes choses étant égales par ailleurs, des quantités de sucre consommées par les gens. Et si le sucre a des effets néfastes sur la santé, bien, la baisse de la quantité consommée va avoir des effets bénéfiques sur la santé. Il y a aussi un canal alternatif où, essentiellement, les prix ne changent pas, mais les produits changent. Donc, ce seraient les producteurs qui s'adaptent, qui vont changer leur offre de produits pour répondre à la taxe et donc vont reformuler les recettes, c'est-à-dire enlever du sucre dans leurs produits pour réduire la taxe qui s'applique ou échapper carrément à la taxe selon comment elle est conçue. Et encore là, même effet, normalement, si les mêmes produits ont si les mêmes produits ont moins de sucre, on devrait voir une baisse des quantités de sucre consommées et donc des effets bénéfiques pour la santé. En termes de recherche sur le sujet, on a des bons résultats sur l'association de la consommation de boissons sucrées puis les maladies. Ça, on le sait qu'il y a un lien causal quand même assez bien établi. On sait que quand on met des taxes de ce type-là en place, les prix montent pour vrai. On a l'expérience des endroits qui l'ont fait. Les ventes baissent pour vrai. Donc, si vous faites une méta-analyse, il y en a une qui a déjà été faite, c'est une élasticité proche de unitaire. Donc, à toute fin pratique, si vous augmentez le prix de 10 vous allez vous retrouver avec 10 de moins de ventes dans le domaine des boissons sucrées. Donc, pas quelque chose qui est pas incroyablement élastique, mais qui n'est pas inélastique non plus. Donc, votre taxe, ça fait quand même du millage en termes de changer le comportement. Par contre, on n'a pas d'études qui nous permettent de dire la taxe sur les boissons sucrées, par exemple, en France, aurait causé, je sais pas, 10 000 ACV de moins. Donc, on a ce lien-là de scientifique, on n'est pas capable de le faire à l'heure actuelle, évidemment parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en cause dans la santé. Évidemment, l'alimentation elle-même, c'est aussi un domaine mouvant. Mais évidemment, si les boissons sucrées ont une association claire avec la santé, si la taxe fait effectivement augmenter le prix, baisser la consommation, c'est absolument plausible qu'effectivement, ces effets de santé-là se matérialisent, même si on n'est pas capable de mesurer précisément leur ampleur à l'heure actuelle. On a déjà un peu une idée, c'est un peu le contexte de notre étude la dernière fois. On sait à quoi ça pourrait ressembler au Québec. Donc, une taxe sur les boissons sucrées, ça rentre bien, si vous voulez, dans la boîte à outils de la politique fiscale qu'on a au Québec. Si on le faisait chez nous, ça serait une taxe spécifique et vraisemblablement une taxe spécifique sur les volumes. Donc, les taxes spécifiques, c'est là où on a nos taxes sur le carburant, nos taxes sur l'alcool, nos taxes sur l'essence. Et donc, on rentre exactement là, dans quelque chose qui est déjà bien établi. Donc, c'est quelque chose qu'on fait déjà. C'est quelque chose que une de nos provinces voisines fait. Terre-Neuve et Labrador le fait. Et donc, a priori, on pourrait reprendre des définitions presque identiques à Terre-Neuve et Labrador. Et donc, je ne peux pas imaginer qu'il y aurait des contestations importantes ou des difficultés de mise en place particulièrement compliquées. La seule chose qu'on pourrait se poser comme question, si on voulait, évidemment, il y a le taux. Le taux nous appartient. Si on voulait prendre la proposition terre-neuvoise. Et il y a aussi la question des exceptions. Donc, à Terre-Neuve, on a notamment une exception pour le lait au chocolat, qui n'est pas un consensus dans toutes les juridictions qui ont mis en place ces taxes-là. Il y a aussi peut-être la question de l'alcool. Donc, on a adopté la logique de l'alcool est déjà taxé, on ne va pas le retaxer si ça donne que cet alcool-là est sucré. Mais il y aurait quand même une logique à le faire si on considère que le sucre a des effets sur la santé et que l'alcool a des effets sur la santé, que ces deux choses-là sont peut-être additives. Donc, il y a peut-être des petites réflexions à avoir à cet endroit-là. Mais pour faire une histoire simple, c'est assez facile à mettre en place. On connaît déjà on a déjà l'expérience dans le cadre
juridique canadien, on sait comment ça peut se faire. Il y a des collègues de l'UQAM qui, en 2021, à la demande de l'INSPQ, ont essayé de simuler qu'est-ce qui se passerait. Et donc, justement, sont allés chercher les élasticités rapportées dans la littérature. Ils sont allés aussi regarder les élasticités qu'on peut estimer avec les données qu'on a pour le Canada. On n'a pas on avait, surtout pas en 2021, de données sur l'implantation d'une telle taxe, mais il y a des variations de prix qui arrivent quand même dans ces marchés-là. Et donc, on sait comment les gens réagissent. On est capable d'extrapoler qu'est-ce qui arriverait si on implantait une taxe. Ces auteurs-là le font de plusieurs façons, mais celle qui ressemble le plus à la proposition terre-neuvoise, ça serait des taxes par cents par litre. Donc, c'est ce que vous avez dans le petit tableau ici. Si vous regardez, ça donne que les cents ressemblent un petit peu à l'unitaire. Donc, si vous avez une taxe de 5 cents le litre, vous pouvez vous attendre environ à une baisse des achats de 4 à 6 %, donc pas loin du 5. 10 cents le litre, 8 à 11 % de baisse des achats, et 15 cents le litre, 12 à 17 % de baisse des achats. Je ne l'ai pas mis dans ce tableau-là, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a par contre un effet de rebond où il y a plus de consommation de certains produits non taxés. Et il y a certains produits non taxés qui sont quand même sucrés. Donc, vous n'avez pas, disons, une pleine disparition du sucre associé à ces produits-là, mais vous avez une baisse au net. Et avec ces taux-là et ces changements de quantité-là, on peut estimer, avec Larson et Poirier estimait en 2021, avec des données de 2018, des recettes de l'ordre de 20 à 52 millions pour les taxes calibrées comme ça, de 5 à 15 cents le litre. J'ai fait une petite estimation rapide, c'est pas coulé dans le béton, mais essentiellement, les ventes de boissons sucrées ont aussi d'à peu près 30 %, il y a de l'inflation, 30 % depuis 2018 dans les données québécoises qu'on a. Et donc, si vous rajoutez 30 % à ces taxes, à ces recettes-là, on est dans quelque chose qui est dans l'ordre de 26 à 68 millions. Vous pouvez rajouter 25 % de plus si vous pensez qu'on peut aller à 20 cents le litre, comme l'a fait Terre-Neuve et Labrador. Donc, si je peux comparer qui a été présenté par mes collègues, évidemment, on parle de montants plus modestes. Par contre, c'est important d'avoir en tête, dans ce cas-là, on a le double dividende, c'est-à-dire qu'on récupère des recettes, mais en plus, probablement qu'on a une taxe qui a des effets. On a une taxe qui vaudrait la peine, même si on redonnait l'argent autrement, si elle a des effets bénéfiques sur la santé. C'est une taxe pertinente dans tous les cas. Et donc, il n'y a peut-être pas beaucoup de raisons de se priver de ces recettes-là si en plus, on peut avoir des effets bénéfiques en santé publique. Donc, ça fait le tour de ma brève contribution à la présentation. Je pense que c'est Suzy qui va reprendre pour les questions. Exactement. Donc, merci aux 3 présentateurs. Merci, c'était très clair. Donc, oui, on a reçu quelques questions. Donc, je vais essayer d'y aller à peu près dans l'ordre. Mais je vais commencer par une des miennes, Luc, en relation avec les mesures sur l'essence à distance, c'est-à-dire aux régions frontalières. Donc, les rabais d'essence sur les régions frontalières. On comprend que si on veut les modifier, c'est difficile. C'est beaucoup, ça sonne très politique aussi comme mesure, là, quelque chose qui était territorial et mesure. Comment on peut faire pour combattre les partis politiques de ce genre de mesures-là? Y a-t-il quelque chose? C'est sûr que c'est extrêmement politique, là. On l'a vu d'ailleurs en 1995 quand ils ont voulu l'enlever, que les délégués régionaux des partis politiques se sont mobilisés. Les parties prenantes dans les régions vont se mobiliser et vont vouloir garder arriver à se qualifier à avoir une réduction quelle qu'elle soit. Nos calculs ont été faits sur la base de données de la Régie de l'énergie. Alors, si le gouvernement trouvait que les mesures étaient trop généreuses et voulait dépolitiser un peu le caractère réduction, il pourrait dire que ça va être la Régie de l'énergie qui va faire des calculs annuellement, aux 6 mois, 3-4 fois par année, etc., et que la réduction serait basée sur des calculs de la Régie de l'énergie. Ça serait sans doute une façon à explorer au moins pour dépolitiser cette application de réduction-là pour les régions. Merci. C'est pas bête comme idée, en effet. Je continue avec 2 questions sur l'essence. Il y a quelqu'un qui dit, y a-t-il des suggestions pour les véhicules électriques afin qu'ils contribuent aussi un peu au fort?
C'est sûr que ça n'a pas été abordé aujourd'hui. Ça n'a pas été abordé aujourd'hui, mais ça a été abordé dans la dernière année à la Chaire. On a publié beaucoup de travaux, oui, sur la taxe sur les carburants, puis de la hausser en attendant de trouver mieux. Mais le trouver mieux, c'était une taxe kilométrique, donc qui s'appliquerait aux déplacements par kilomètre, qui s'appliquerait tant aux voitures à essence qu'aux voitures électriques. Effectivement, les voitures électriques ne pourront pas être exemptées de financement de contribution au développement du réseau ou au maintien du réseau routier, là. Donc, c'est la taxe kilométrique, mais implanter une nouvelle taxe, ça ne sera pas facile, ça va prendre beaucoup de volonté, mais le tarissement de la source de la taxe sur le carburant pourrait peut-être y contribuer éventuellement. Merci. Encore une fois, les taxes sur l'essence, quelqu'un dit en effet, les taxes sont basses. On pourrait, si on prend l'hypothèse qu'on applique les augmentations pour être plus similaires à ce qui se passe ailleurs en termes de taxes sur les carburants, est-ce que par ailleurs, on ne pourrait pas contribuer à utiliser ça pour réduire les impôts sur le revenu pour aussi être comparable aux autres? Donc, l'expression utilisée, c'est ce qui est bon pour Pitot est bon pour Minou. Donc, on parle. Bon, effectivement, c'est une base comparable. On sous-utilise les taxes sur l'essence, on surutilise l'impôt sur le revenu. Oui, tout pourrait se faire à dire on augmente ça, les recettes générées par la taxation sur le carburant accru permettent à réduire l'impôt sur le revenu. La commission d'examen en 2015, c'est ce qu'elle proposait. Ici, nous, ça a été fait dans un contexte où c'est une contribution au retour à l'équilibre budgétaire. Il y a eu des baisses d'impôts en 2023. Je ne suis pas en train de justifier que les taxes sur le carburant pourraient s'appliquer facilement parce qu'il y a eu ça, mais c'est une manière, là, c'est un tout. Mais oui, ça pourrait également aussi se faire en disant, si ce n'est pas pour contribuer au retour à l'équilibre budgétaire, ça pourrait contribuer à une réduction du montant personnel de base ou le premier taux du barème, par exemple. Merci. Lynn, j'aurais aussi une question, juste pour être certaine, dans l'ordre de ce qui est proposé, l'impôt minimum mondial, il y a l'impôt minimum mondial, on dit aller chercher notre part de ça, puis ensuite, l'analyse pour un impôt minimum mondial, pas mondial, mais des sociétés au Québec, devrait être plus analysée en profondeur. C'est un peu la conclusion à laquelle vous arrivez là, dans l'étude. Là. Et ce n'est pas nécessairement de la rejeter, mais peut-être d'y aller plus graduellement. En fait, c'est peut-être de suivre cette analyse-là, en sachant que là, on est allé, nous, avec des hypothèses, avec un taux de 4 des sociétés plus petites donc un taux plus élevé, puis des sociétés plus petites que ce qui existe en Ontario. Et avec l'estimation qu'on a fait, on arrive à 287 millions de recettes, dont une partie est temporaire, là, parce que ça va être reporté sur d'autres années. Fait qu'il y a peut-être une analyse un peu plus fine qui peut être faite avec des données qui seraient peut-être plus précises. Nous, ce qu'on réussit à avoir, c'est des données agrégées. Fait que peut-être qu'il faut creuser encore un petit peu cette question-là. Puis dans la mesure où il y a déjà une forme d'impôt pour les très grandes sociétés, là, si on voulait cibler plus les très grandes, peut-être que le partage de l'impôt minimum mondial est préférable, mais certainement que s'il y a un désir d'aller vers un impôt minimum provincial, il faut peut-être raffiner un peu plus l'analyse et la refaire avec, puis là, peut-être des plafonds, puis une façon de le calculer si on a accès à de l'information là, qui permet de le faire, en fonction des groupes de sociétés et tout ça, puis avec des plafonds qui peuvent peut-être varier un peu. Nous, on est allé avec un un minimum de grandeur de société, puis un taux de 4 là, c'est sûr que si on veut moduler ça, il faut peut-être refaire des calculs avec l'information précise là, à ce moment-là. Merci. Ça m'amène à un commentaire que quelqu'un a fait en disant que des mesures pour augmenter le fardeau fiscal au lieu de rationaliser les dépenses de l'État, c'est facile. Ça semble plus facile que d'augmenter ou de travailler à réduire la taille de l'État.
puis en disant aussi qu'il y a toujours des risques que les États-Unis débarquent de l'OCDE. Donc, c'est un commentaire un peu plus éditorial. Est-ce que Luc, Lynn, Oui, vous avez oui, je peux réagir là-dessus très commentaire? certainement. Oui, je peux réagir là-dessus très certainement. En fait, oui, aller chercher des recettes fiscales, mais l'idée dans tout l'exercice qu'on a fait, c'est pas nécessairement juste de dire, on va juste aller chercher des nouvelles sources de recettes fiscales, parce qu'il y a plein d'études qui ont été faites aussi sur les dépenses. Là, aujourd'hui, on présente le côté des recettes, mais il y a plein d'études qui ont été faites sur le côté des dépenses, puis sur la rationalisation des services et tout ça. Là, nous, on ne se prononce pas là-dessus, mais certainement que ça fait partie d'un tout. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est pas nécessairement voici, il faut aller de l'avant vers ces mesures-là, absolument pour aller chercher plus, mais pour aller chercher mieux, peut-être en redosant, peut-être que ça amène à faire des choix différents quand on connaît les alternatives puis les possibilités, ça amène à faire des choix peut-être qui sont différents. Donc, c'est juste pour orienter ces choix-là qu'on fait ces études-là, en fait, pour mettre des informations, des données, de l'analyse dans cette réflexion-là. Mais c'est pas chaque élément séparément ne tient pas nécessairement tout seul. Donc, il faut voir ça dans un ensemble. Je pense que c'est après ça, c'est un choix politique qui est fait. Pour ce qui concerne l'OCDE, en fait, puis les États-Unis, oui, je veux dire, il y a un éléphant dans la pièce là, sur la possibilité que les États-Unis ne suivent pas le courant là, que tous les autres pays voudraient mettre en place. Mais il faut rappeler que les États-Unis n'étaient déjà pas dans l'impôt minimum mondial. Il avait signé en disant, oui, on coopère. Donc, ce qu'il avait envoyé comme signal, c'est un signal de coopération, à la réflexion. Mais eux, ce qu'ils disaient, c'est nous, on a déjà en place des mécanismes similaires à un impôt minimum mondial. Puis nous, on tient à ces mécanismes-là, puis on veut que ces mécanismes-là soient reconnus à la place d'utiliser les règles de l'OCDE. Puis ils avaient réussi de façon transitoire à faire reconnaître certaines de leurs mesures dans l'impôt minimum mondial. Fait qu'il reste à voir maintenant, avec cette position-là où on dit les engagements ne lient pas, ils étaient déjà pas liés par leur signature de la déclaration, parce qu'ils n'avaient déjà pas mis ça en place, mais dans quelle mesure ça va venir changer, dans quelle mesure ils vont pouvoir contester certaines mesures de l'impôt minimum mondial comme étant des mesures discriminatoires pour les entreprises américaines. Tout le côté de l'impôt complémentaire minimum national, qui est une des composantes de l'impôt minimum, ça serait très difficile de dire que ça, c'est discriminatoire parce que ça s'applique aux entités qui sont des entités résidentes, par exemple, du Canada. Donc, ce n'est pas discriminatoire par rapport à des entreprises qui sont situées à des entreprises étrangères qui viendraient faire affaire ici et qu'on traiterait différemment. La règle d'inclusion au revenu aussi, qui est l'autre pendant, qui a été adoptée par plusieurs pays de l'impôt minimum mondial, ça serait un peu difficile. Donc, est-ce que nécessairement la position des États-Unis veut dire que c'est la fin de l'impôt minimum mondial? Je pense que dans la mesure où il reste un consensus d'une masse critique de pays, puis tous ceux qui l'ont implanté, s'ils tiennent derrière ça, puis qu'on continue à pousser ce consensus-là, je ne pense pas que ça veut dire la fin à court terme de l'impôt minimum mondial. Merci, Lynn. Luc, quelque chose à rajouter? Non, mais juste dire, le thème aujourd'hui du Midi-conférence, c'était des sources additionnelles de revenus. Fait que c'est sûr qu'on a cherché des sources additionnelles de revenus. Les présentations de l'automne étaient plus sur la pertinence de certaines mesures fiscales et de leur abolition advenant leur non-pertinence. Alors peut-être que si on prend l'ensemble des propositions qu'on a faites, il y a beaucoup de mesures qui étaient proposées d'être abolies ou resserrées parce que pas efficaces ou pour mieux atteindre l'objectif. C'est tout. Ça dépendait de la thématique d'aujourd'hui. Merci. Antoine, quelques questions aussi sur les boissons sucrées. Donc, beaucoup qui se tournent autour de c'est quoi la définition des boissons sucrées? On inclut quoi là-dedans? Les jus, le lait au chocolat, les boissons gazeuses. Est-ce que les produits qui contiennent un remplacement du sucre, comme l'aspartame, qui peuvent aussi être mauvais pour la santé, ça en fait partie? Et finalement, je te garoche l'ensemble des questions en même temps. Est-ce qu'il y a un risque que le sucre soit remplacé par d'autres produits qui seraient aussi mauvais pour la santé, mais pas couverts par la taxe? Est-ce que vous avez vu, là, on rentre dans des éléments beaucoup plus techniques, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que vous avez lu qui peut répondre en partie à ça? Oui, sur la définition, c'est
quelque chose qui revient continuellement dans les discussions là-dessus. Essentiellement, il y a un consensus au milieu, puis il y a des discussions dans les contours, mais presque tous les endroits qui s'intéressent à la question vont s'entendre sur les boissons gazeuses, les boissons sportives, donc Gatorade et compagnie, les boissons énergisantes, les thés et les cafés en contenant, là, qui sont... en fait, essentiellement, la caractéristique primaire, c'est l'ajout de sucre. Et donc, les jus de fruits ou de légumes s'en sont exclus dans la mesure où on ne rajoute pas de sucre dedans. Et donc, il y a toute une gamme de très peu de jus à énormément de jus. Habituellement, la limite, c'est 0 sucre rajouté pour pouvoir être exempté d'une telle taxe. Après ça, les catégories qui sont plus limites, bon, il y a le lait au chocolat qui a typiquement du sucre rajouté, mais le lait lui-même, c'est souvent quelque chose qu'on essaie de favoriser dans l'alimentation. C'est pour ça que je disais que c'est pas consensuel partout. Puis les boissons diète ou zéro avec de l'aspartame, ça aussi, c'est pas complètement consensuel. Ma compréhension, pas sans être en santé publique, c'est que la qualité de la preuve scientifique sur l'effet de l'aspartame sur la santé n'est pas du tout du même ordre que la preuve qu'on a sur les boissons sucrées avec du sucre. Et donc, c'est pour ça qu'on est moins certain si ça devrait rentrer là-dedans ou non. Mais vous avez des pays qui le font par amalgame, si on veut, où on se demande peut-être que si la consommation des boissons diète est comme associée à la consommation des boissons sucrées pas diète, et donc on met tout dans le paquet. Il y a des endroits où on les exclut. Les deux sont possibles. Vous ratez pas le gros de la catégorie avec ce choix-là. Donc, comme je disais, il y a un noyau de choses qui font consensus et une partie qui font un petit peu moins consensus. Quand je parlais de l'effet rebond, typiquement, c'est pas nécessairement que la consommation, la composition des produits change vers d'autres choses qui pourraient être nocives. C'est plus que les gens réaffectent une partie de leur budget qui était possiblement allouée aux boissons sucrées. Et la chose vers laquelle ils les réaffectent, là, ça peut être plein de choses. Il y a certaines de ces trucs-là qui sont pas nécessairement incroyables pour la santé non plus. Mais on n'a pas d'endroit où l'effet de rebond annule complètement les bénéfices. Il faut quand même le dire. Là. Tout ce qu'on a comme données là-dessus, il y a quand même une diminution de la consommation de sucre, une diminution du total calorique. Et donc, peut-être que ça prend, si on fait ça dans 10 ans, il faut envisager d'autres catégories, mais il y a des bénéfices à court terme, même avec les catégories relativement restreintes qu'on connaît, qui sont identifiées et qui font consensus en ce moment. Voilà. Merci, Antoine. Luc, j'ai une petite dernière question, et après, je pense qu'on va conclure. Donc, en lien avec ta réponse sur les voitures électriques, il y a quelqu'un qui se demande si l'absence de taxe sur l'essence représente une forme de subvention continue aux voitures électriques. En ce moment, oui. Avec les subventions gouvernementales existantes, le fait qu'il n'ait pas à contribuer pour le financement du réseau routier, c'est une manière de subventionner les voitures électriques. Mais à terme, ça ne peut pas être viable, ni les subventions individuelles pour l'achat d'un véhicule, ni l'absence de contribution au fonds pour le transport terrestre ne peut pas être viable. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça va prendre du courage politique pour migrer vers une taxe kilométrique dans le... J'ose pas dire de date, là, parce que le temps on pourrait le retenir contre moi, mais dans le tournant des années 2030 semble probablement la période la plus lointaine et la plus proche en même temps pour arriver à ce type de taxation-là. Merci Luc. Alors, merci à tous, merci à ceux qui ont assisté. Merci aux présentateurs, Lynn, Antoine et Luc. Quelques secondes pour vous dire que d'abord, la présentation d'aujourd'hui va se retrouver aussi sur le site. Vous avez accès à l'ensemble des publications sur notre site et des autres midi-conférences passées. Donc, ceux qui veulent s'intéresser, on va en effet voir au prochain budget est-ce qu'il y a certaines de nos propositions qui vont être adoptées par le gouvernement. Il y en a eu dans la mise à jour économique concernant le crédit prolongation de carrière. Alors, pourquoi pas? Je pense qu'on a fait des travaux, je dirais, de très bons travaux pour inspirer le gouvernement. Pour revenir à nos activités, on a encore des activités qui s'en viennent. Donc, il y aura 3 soirées impôts pour ceux et celles qui préparent eux-mêmes leur déclaration. Donc, pas pour des spécialistes, là, mais donc les gens qui préparent. Il y a 3 soirées thématiques. Vous pouvez inscrire à 1 ou 2 ou à 3 en fonction de vos disponibilités, de vos intérêts.
Il y a aussi le 26 février, cette fois-là, une journée de réflexion en présentiel. L'idée, c'est de voir que retenir de la commission Godbout et de la commission Robillard 10 ans après. Donc, vous voyez, il y aura dans toute la journée une panoplie de présentateurs de panels. Donc, ça va être une très belle journée et il reste encore de la place au moment où je vous parle pour s'inscrire. Donc, comme je vous le disais, c'est en présentiel cette fois-là. C'est organisé avec le Cyrano et le Centre sur la productivité. J'ai oublié le nom au complet, là, puis j'arrive pas à le lire, c'est trop petit à mon écran. Le Centre sur la productivité. Et la prospérité. Et la prospérité. Quand même important comme mot. Finalement, dans celles qui sont déjà prévues, le 13 mars, ça va faire cette fois-là 5 ans qui est apparu ou qu'on a vécu la crise de la COVID, la pandémie de COVID-19. Donc, on va faire un point de vue rétrospectif et prospectif sur les mesures de soutien. Donc, la Chaire a beaucoup suivi les mesures de soutien financier aux particuliers et aux sociétés, ce qui s'est passé à cette époque-là. Donc, on va faire un retour là-dessus et quelles sont les leçons apprises. Sur ce, je vous remercie encore et vous souhaite une excellente après-midi. Merci à tous. Au revoir.